يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho, votre émission de décryptage économique hebdomadaire qui s'est invitée cette semaine à Oran à l'occasion de la 12e édition des journées scientifiques et techniques de la Sonatrach. On va en parler longuement ce soir avec nos experts. On va évoquer également la donne géopolitique qui est en pleine ébullition ces derniers jours et la manière dont elle impacte l'évolution du secteur de l'énergie. En parallèle à ça, on va parler de l'aspect technologique qui pèse lourd avec cette intelligence artificielle qui est venue dans ce secteur sans recevoir un carton d'invitation et donc s'impose à tous les acteurs de la chaîne de valeur du secteur énergétique. En fin d'émission, nous parlons également brièvement du retour des deux majors américaines que sont Chevron et ExxonMobil sur le marché algérien. Quelle opportunité d'investissement et de partenariat. Restez avec nous, nous parlons de tout cela avec nos experts en direct d'Oran juste à présent. Deux éminents experts m'accompagneront pour la première partie de cette émission, à commencer par vous, Monsieur Hamdi Zohir. Vous êtes directeur exécutif du Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je suis très heureux d'être parmi vous et j'en profite pour saluer votre public en même temps. Merci Monsieur Hamdi. À vos côtés se tient le professeur Wald Bouabama Belkacem. Vous êtes chercheur au Centre Cristal du CNRS, mais également enseignant, professeur à l'école polytechnique de Lille. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous ce soir. Le plaisir est pour moi. Alors messieurs, d'emblée, plantons le décor avec cette 12e édition des journées scientifiques et techniques de Sonatrach, un événement qui revient après 7 ans d'interruption. Quelles ont été pour vous les principales choses à retenir, les axes majeurs de débat, de discussion qui ont animé ces 3 jours d'événement, à commencer par vous, Monsieur Hamdi. Merci. Alors, franchement, en ce qui me concerne, je crois que ce qui a attiré mon attention, c'est la présence du sujet, bien sûr, des énergies renouvelables, de la transition énergétique et plus particulièrement de l'hydrogène vert. C'est un sujet qui a été assez fortement représenté et je pense que c'est une très bonne évolution dans le cadre de la discussion sur la transition énergétique en Algérie. Professeur Bouabama, qu'est-ce qui a retenu votre attention par-dessus tout? Alors moi, ce qui a retenu mon attention, moi étant plutôt dans la partie académique et recherche, ce que j'ai appris un peu, ça m'a permis de comprendre exactement la stratégie énergétique de l'Algérie grâce à des conférenciers de haut niveau issus aussi bien du monde industriel que des autorités du gouvernement. Très bien. Monsieur Hamdi, alors l'hydrogène vert, composante principale de la stratégie nationale des énergies renouvelables actuellement, vous en avez longuement parlé lors de cette édition des journées scientifiques et techniques. Quelle est votre approche personnelle sur cette stratégie nationale qui est amorcée par l'État, mais également par l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur? Comment la mettre en place et notamment sur le terrain? Comment sensibiliser l'ensemble de ces acteurs à l'importance d'accélérer le processus de transformation énergétique dans ce pays en se basant sur ce potentiel énorme que détient l'Algérie en matière d'exploitation d'hydrogène vert? Tout à fait. Il y a en Algérie un potentiel qui est assez important en ce qui concerne le développement de l'hydrogène vert. D'abord, il y a une ressource solaire d'excellente qualité. Donc ça, c'est un avantage très important qui permet d'avoir une production d'hydrogène vert à des coûts relativement compétitifs. Oui. Deuxièmement, il y a l'aspect géographique, le fait de la proximité de l'Algérie à son marché principal, qui est le marché européen. Et c'est un marché qui a mis en place, bien sûr, des objectifs assez ambitieux sur sa demande d'hydrogène vert.
Donc l'Algérie s'inscrit un peu dans cette stratégie pour développer son marché et sa production d'hydrogène vert. Et il y a bien sûr l'expérience de l'Algérie dans le domaine énergétique, le fait que vous avez en Algérie déjà toute une infrastructure énergétique de très bonne qualité, de très haute qualité qui est présente, et plus particulièrement le réseau de canalisation, de pipeline qui existe entre l'Algérie et l'Europe. Parce qu'il faut savoir que transporter l'hydrogène est un problème assez important sur le plan technique aussi bien que sur le plan coût. Et le seul moyen de le transporter à des coûts qui sont relativement acceptables, c'est par pipeline. Oui. Donc cette infrastructure existe et donc il est possible de l'exploiter, bien sûr après avoir fait tous les travaux nécessaires pour la mise à niveau de ces infrastructures, ou bien même si on devait construire de nouvelles structures de pipeline, les études de faisabilité sont déjà prêtes, elles ont déjà été faites parce que nous avons déjà un tracé qui existe. Donc il y a vraiment un avantage compétitif de l'Algérie dans ce marché de l'hydrogène vert avec le marché européen qui est, à mon avis, assez important. Donc ça, c'est déjà un élément de départ. Maintenant, en ce qui concerne le marché de l'hydrogène vert, moi je pense qu'il faut voir pas uniquement l'export, mais il faut aussi voir le marché national. Parce que quand on parle de la transition énergétique, la seule source d'énergie, ou bien le vecteur, parce que l'hydrogène est un vecteur énergétique, qui puisse être utilisé pour la décarbonisation de l'industrie, et notamment des industries intensives, c'est l'hydrogène. L'électricité ou l'électron ne pourra pas jouer ce rôle de décarbonisation des industries lourdes et intensives comme le ciment, l'aluminium, l'acier ou même la pétrochimie par exemple. Donc je pense que le marché de l'hydrogène, il doit d'abord commencer par son utilisation à l'échelle locale pour décarboniser notre propre industrie, parce que si on parle de l'industrie de l'acier par exemple, on ne pourra plus exporter notre acier sur les marchés internationaux s'il n'est pas décarbonisé. Donc, il y a déjà une priorité, c'est comment utiliser cet hydrogène vert pour décarboniser nos propres industries, pour maintenir notre capacité à exporter sur les marchés extérieurs. Ensuite, le surplus pourra certainement être exporté sur les marchés internationaux. Pourquoi l'hydrogène? Bon, comme j'ai expliqué, j'ai donné les éléments, la ressource, la géographie, l'infrastructure, etc. Et le fait qu'il y ait un besoin pour décarboniser notre infrastructure, notre industrie, et aussi parce que maintenant l'Algérie s'inscrit dans une dimension beaucoup plus grande qui est celle de la transition énergétique. Oui. Donc quand on veut faire une transition énergétique, il faut bien sûr prendre en considération toutes les ressources possibles pour avoir un mix qui soit équilibré entre les différentes sources énergétiques. Professeur Ould Bouhamama, alors ce mix énergétique algérien, ce n'est plus une vue de l'esprit, c'est un processus, une stratégie pour lequel l'État ambitionne de mettre beaucoup de moyens, commencer par la Sonatrach qui veut investir beaucoup d'argent justement pour réussir cette transition énergétique en gardant le gaz naturel comme moyen, levier, justement outil pour permettre au pays de réussir cette transition énergétique. J'aimerais rester sur l'hydrogène vert. Est-ce que c'est aujourd'hui le meilleur vecteur, car cela attire beaucoup d'investissements, beaucoup d'intérêt de la part des pays industrialisés et notamment en matière de besoin de financement pour la technologie. Est-ce que c'est aujourd'hui le meilleur moyen pour accélérer ce processus de transition énergétique et arriver à avoir un mix énergétique qui fait la part belle aux énergies renouvelables, tout simplement? Alors d'abord, je vais essayer d'expliquer en tant que professeur des points de vue, étape par étape. D'un point de vue technologique, l'hydrogène a des caractéristiques divines. C'est-à-dire il a un pouvoir énergétique très fort par rapport au combustible classique. Mais c'est un rebelle. C'est un rebelle parce qu'il est très difficile de le stocker. En un mot, si j'ai un bar, il vous faut 11 mètres cubes pour stocker 1 kg d'hydrogène. Vous vous rendez compte? 11 mètres cubes de 11, il faut un volume. Un volume de 11 mètres cubes. Très bien.
Pour à une stocker pression un d'un bar, bar voilà. pour pouvoir D'hydrogène. stocker 1 kg pour faire 100 km à peu près. Et donc, on n'a pas le choix, il faut aller à une forte pression, 700 bars. Donc, si je mets 700 bars, c'est vrai que je stocke beaucoup plus, 5 kg d'hydrogène, mais je vais dépenser pratiquement 35% de ce que je vais recevoir en termes d'énergie. Et puis, le troisième élément, c'est le faire sous forme liquéfiée, à moins 253 degrés Celsius. C'est le meilleur moyen de le stocker, parce qu'à pression atmosphérique, je peux stocker à moins 253 degrés Celsius. C'est parfait. Ça peut être, d'un point de vue de veille technologique, quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'Algérie a maîtrisé déjà le GNL, le gaz naturel liquéfié. Si un jour on arrive à maîtriser cette technologie, c'est très bien, parce que ça va nous permettre de transporter plus facilement l'hydrogène. Voilà un peu, j'allais dire, d'un point. Et ensuite, l'autre avantage, c'est bien les véhicules électriques. Je peux vous dire que pour, par exemple, électrifier le réseau, enfin, ce que je connais bien, parce que je suis prof en France, je te les donné, si on veut électrifier, rien qu'en été, les véhicules électriques, il faut que l'Île-de-France soit complètement couverte de panneaux solaires. Donc, vous imaginez que l'électricité toute seule ne peut pas à elle seule répondre aux besoins sur les véhicules électriques. Et l'autre avantage extrêmement important, on parle des énergies renouvelables qui viennent du soleil et de l'éolien principalement. Et vous savez, il ne fait pas toujours beau, il n'y a pas toujours du vent. Et donc, et ça ce qui est important, on fait la recherche pour l'humain, pour nous. On ne la fait pas pour un pouvoir ou pour une décision politique. Donc c'est d'abord l'humain. Et donc la disponibilité de l'énergie est très importante. Vous, si vous voulez utiliser de l'énergie, vous voulez que vous ayez de l'énergie électrique à n'importe quel moment. Voilà pourquoi l'hydrogène vient en appui. Parce que l'hydrogène, quand j'ai une surproduction d'électricité, je peux stocker sous forme d'hydrogène que je peux utiliser à n'importe quel moment pour pouvoir répondre à des besoins. Maintenant, je reviens à des questions. C'est géostratégique. L'Europe a besoin d'hydrogène. Même si ces derniers temps, il faut l'avouer, il y a plutôt des soucis parce qu'il n'y a pas de marché, etc. Mais ils ont besoin de l'hydrogène vert. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons des contraintes réglementaires. Demain, nous allons produire de l'ammoniac que nous voulons exporter vers l'Europe. On dit oui, mais à condition que l'hydrogène vienne des énergies renouvelables. Vous voyez cette contrainte? Oui. Elle est très importante. Donc, c'est des normes auxquelles on doit répondre. Donc, on doit être prêt. Maintenant, y compris de la part de la Commission européenne et de la BERD, rappelons-le, qui impose aux banques de ne pas financer des investissements dans les énergies fossiles, entre guillemets, faut-il le préciser. Et donc, je reviens au transport. J'avais fait une conférence en me disant, alors, c'est vrai, mon collègue avait expliqué ces deux moyens de le transporter. Soit on utilise, alors il y a un projet, tout le monde le connaît, un projet qui a passé par la Tunisie, l'Autriche, etc. Mais pour le transporter, South H2 Corridor, il y a deux possibilités. Soit utiliser les gazoducs. C'est parfait, parce qu'on maîtrise ça et l'infrastructure existe. Mais il faudrait injecter à peu près, la norme n'est pas entre 10 et 20% d'hydrogène qu'on va récupérer en sortie. Évidemment, si on doit récupérer que 10%, ce n'est pas très intéressant, mais par contre, l'avantage, nous avons déjà l'infrastructure. Le deuxième moyen, qui est meilleur, mais qui est encore à l'étape de recherche, c'est utiliser ce qu'on appelle des hydrogénoducs. Mais l'hydrogène doit être transporté à très haute pression. Donc, il faut des matériaux spéciaux. Et en dehors de ça, il y a des phénomènes chimiques qui font que l'hydrogène va corroder tous ces hydrogénoducs. Donc je dis à l'Europe, oui, on vous transporte, il n'y a pas de souci, mais à condition que vous payez les marges. Les marges de transport, voyez. Et puis, une question, je pense, qui est aussi intéressante, on n'a pas le choix. Nous devons aller vers la transition énergétique. Pour tout expliquer en deux mots, Zaki Yamani, qui était ministre de l'énergie, a dit une chose intéressante, que l'âge de la pierre ne s'est pas arrêté parce qu'il n'y a plus de pierre. Non, parce qu'il y a eu l'âge du bronze qui est arrivé. En un mot, si demain les énergies renouvelables seront moins chères que l'énergie fossile, c'est très simple, les énergies fossiles seront complètement ignorées. On ne sait pas
quand cela va arriver. Ouais. Mais nous sommes... Les hydrocarbures ont tout de même, quand même exactement. un certain Et donc avenir. l'Algérie est prête et je suis fier un peu de participer aussi bien sur le plan recherche que dans la formation, parce que l'Algérie est prête. Puisque j'ai participé fortement à une formation à Msila dans le domaine de la production de HVE, hydrogène vecteur d'énergie. Les premiers masters sont sortis cette année et on va en faire une autre à Abu Merdès pour les ingénieurs dès septembre dans cette formation. Voilà, donc l'Algérie est prête, même si c'est une veille technologique. Voilà un peu. Merci, professeur. Alors, monsieur Hamdi, alors toujours dans le cadre de ces journées scientifiques et techniques de Sonatrach, vous avez, vous, messieurs les experts, souligné, mis le doigt sur un certain nombre de problématiques liées justement, principalement au transport de l'hydrogène, mais pas que, principalement également un certain nombre de soucis rencontrés justement par toute la chaîne de valeur liée à la transition énergétique. Quelles sont les solutions aujourd'hui proposées d'un point de vue technologique pour résoudre les principales problématiques qui s'opposent à ce processus de transition énergétique, pas uniquement en Algérie, mais dans l'ensemble du monde, voilà. Bon, d'abord, je voudrais mentionner dans la même lignée du professeur que les études qu'il a mentionnées, ou les deux techniques de transport d'hydrogène qu'il a mentionnées, il y a des études qui sont en cours en ce moment à Sonatrach justement pour évaluer le coût de ces deux approches. Ça, c'est extrêmement Je l'ai appris lorsque j'ai c'est fait parfait. ce panel de discussion d'où je viens de sortir maintenant. Ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils étaient en train de faire justement les deux techniques que vous avez mentionnées. Maintenant, en ce qui concerne la transition énergétique, c'est un phénomène qui est un phénomène global, qui est reconnu et qui est accepté, et que c'est une nécessité qui est devenue impérative, et il n'y a plus de discussion. On a toujours l'impression qu'on y va un peu à tâtons, à reculons. Non, c'est pas tellement à tâtons et reculons, parce que ça dépend de quel contexte, de quel pays, de quelle région, parce qu'il y a des pays qui avancent plus rapidement que d'autres. Il y en a qui viennent de démarrer, il y en a qui sont en avance. Chaque pays a son propre contexte. Pour être complet, excusez-moi, pour être complet, voilà, j'ai pointé du doigt un certain nombre de problématiques. On peut citer pas seulement le transport, mais également le stockage et surtout le financement. Bien sûr. Si on peut résumer, c'est-à-dire pour parler à l'échelle globale. Et bien sûr, ça va changer, ça va être d'une région à l'autre. Le niveau de challenge va être différent d'un pays à un autre. Mais d'abord, vous avez un niveau de politique et réglementaire. Donc là, les régulations qui sont mises en place. Il y en a dans certains pays où ces régulations sont bien développées, où elles sont mises en place. Et donc, il y a un environnement réglementaire qui est favorable aux énergies renouvelables et qui est très porteur. Hein. Vous avez dans d'autres pays où la réglementation n'est toujours pas tout à fait en place. Et donc, il y a un besoin d'améliorer la réglementation. Deuxième challenge, il se trouve aussi au niveau des infrastructures. Parce que lorsque vous allez parler de transition énergétique et de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, il y a la question de l'intermittence de ces sources énergétiques, parce que vous avez de l'électricité quand il y a du soleil ou quand il y a du vent, et donc c'est pas régulier, donc c'est intermittent. Et cette intermittence, elle est à sujet de problèmes, et elle pose des problèmes au réseau. Comment intégrer cette électricité intermittente dans le réseau? Donc il faut adapter votre réseau. Hein, il y a des études qui doivent être faites, des études de flexibilité, des études de mise à niveau de votre réseau, de manière à permettre l'intégration de cette électricité renouvelable d'une manière sûre, efficace et sans trop de pertes. Sans trop de pertes en ce qui concerne la génération. Je vais vous donner un exemple. Vous avez la Jordanie, par exemple. C'est un pays qui s'est lancé sur le développement des énergies renouvelables, et notamment solaires, tête baissée. Et ils ont fait un grand pas. Et ils ont vraiment réussi à développer de grandes capacités de génération d'électricité à partir du solaire. Mais ils ont oublié le réseau. Et donc, ils sont arrivés à un moment où le réseau ne pouvait plus absorber l'électricité qui était produite à partir des énergies renouvelables. Donc, il a fallu qu'ils fassent une pause. Donc, ils ont mis un cap, pas plus de 1 MW d'injection
d'énergie renouvelable ou d'électricité renouvelable dans le réseau. Ça veut dire que tous ceux qui avaient installé des projets qui étaient en train de produire l'électricité renouvelable se sont retrouvés avec des pertes énormes, parce que leur électricité n'était pas injectée dans le réseau. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la Jordanie a commencé à travailler sur son réseau pour l'adapter et pour lui permettre d'absorber de plus grandes quantités d'énergie renouvelable. Bon, ce problème, il a commencé il y a plusieurs années de cela. Maintenant, la Jordanie a fait de grands efforts à ce niveau-là et ils ont donc réussi à relativement adapter leur réseau et ils peuvent accepter de plus grandes quantités d'électricité renouvelable. Donc vous voyez, l'infrastructure, la question de l'infrastructure, elle est très importante. Il faut travailler sur la génération, mais il faut aussi travailler sur le réseau en parallèle, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation telle que celle de la Jordanie d'il y a quelques années de cela. Ensuite, il y a une question aussi de transfert de technologie. Les capacités techniques, est-ce que vous avez les cadres nécessaires pour cela ou pas? Et quand je parle de cadres, je ne parle pas uniquement des ingénieurs qui vont installer les centrales, etc. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Il s'agit déjà du politique lui-même. Ça veut dire le politique lui-même, quand il va mettre ou développer des politiques de développement des énergies renouvelables, il faut qu'il soit bien formé et qu'il connaisse quels sont tous les outils que la législation peut lui donner pour pouvoir développer et encourager le développement des énergies renouvelables. Vous avez ensuite au niveau des banques locales. Les banques locales, pour qu'elles financent les projets en énergie renouvelable, moi, à travers mon travail dans la région arabe, qu'est-ce que je constate? Je constate que la majorité des banques locales dans la région arabe ne savent pas gérer un projet en énergie renouvelable. Ils ont beaucoup plus l'habitude avec des projets d'énergie fossile. Pour eux, c'est facile. Ils le font depuis des années. Ils savent comment financer ce genre de problème, de projets, comment les étudier, comment les analyser, l'étude de risque, etc. Est-ce que c'est plus budgétivore ou moins? Non, ce n'est pas une question de budgétivore. Ce n'est pas une question de budgétivore, c'est une question de connaissance. D'engineering financier, et de la connaissance de la spécificité des projets en énergie renouvelable. Donc ça, au niveau des banques locales, vous ne l'avez pas. Et ensuite, il y a les questions de financement. Et quand on parle de financement, il ne s'agit pas nécessairement de manque de capital. Parce que très souvent, quand on parle de financement, les gens s'imaginent « oh, il n'y a pas d'argent ». Non, ce n'est pas nécessairement ça. Moi, quand je parle aux banques de développement, comme la Banque mondiale, comme la Banque européenne de développement, de reconstruction et de développement, la Banque islamique, la Banque africaine de développement, tous ces fonds de développement, ils me disent le problème, nous avons le capital, mais les projets que nous recevons ne sont pas des projets bancables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore la connaissance au niveau des développeurs de projets, des connaissances nécessaires pour développer un projet bancable. Est-ce que vous préconisez par exemple la création en Algérie d'une banque ou d'un fonds spécialisé dans le financement des projets d'énergie renouvelable? Oui, est-ce que ça pourrait on peut faire ça. On peut faire ça, mais on peut faire encore mieux en développant les capacités des banques locales qui existent en Algérie, qui ont beaucoup de capital, pour pouvoir financer les projets en énergie renouvelable. Et ça, au niveau du centre, nous le faisons. Par exemple, on vient de terminer un cycle de formation avec l'Union européenne. On a fait des formations dans plusieurs pays de la région qui sont adressées aux banquiers des banques locales. On en a fait en Tunisie, on en a fait au Maroc, on en a fait en Jordanie, on en a fait au Liban, on en a fait en Égypte. Et ce n'est pas que pour ces pays, c'est-à-dire que les formations se font dans ces pays, mais c'est pour plusieurs pays de la région qui assistent à ces formations. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a ces challenges qui se retrouvent un peu à ces différents niveaux qu'il faut prendre en considération lorsque vous mettez en place vos politiques de transition énergétique. Merci M. Hamdi. Professeur Bouamama, nonobstant toutes ces problématiques, entre guillemets, obstacles que l'Algérie s'achemine indubitablement à lever grâce à cet engouement, grâce à cette stratégie nationale en matière de développement des énergies renouvelables, l'Europe, une partie de l'Europe, des pays tels que l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Slovénie ou autres se tournent vers l'Algérie pour tenter de sécuriser leur avenir en matière d'énergie renouvelable avec un focus sur l'hydrogène. Comment faire en sorte pour que ce partenariat futur soit profitable à l'Algérie, qu'on soit dans une logique de win-win? Je pense que
Le win-win le plus important, c'est le transfert de compétences. Transfert de compétences et transfert technologique. C'est-à-dire que, OK, mais à condition qu'on soit capable, on peut être éventuellement accompagné par des entreprises ou par des experts étrangers, mais il faut que ce soit, moi je parle en tant que professeur, Oui. il faut que ce soit des ingénieurs algériens qui participent complètement à ce type de projet. Donc, ce qui fait que nous allons gagner au moins sur plutôt l'aspect maîtrise de technologie. Professeur, on fait signe qu'il est temps de marquer une courte pause avant de revenir au débat. Je vous recommande de garder vos idées. On est de retour, mesdames et messieurs, sur le plateau des Pros de l'écho dans un très court instant. Restez avec nous. De retour sur le plateau des Pros de l'écho, en direct ici d'Oran, où se tient la 12e édition des Journées scientifiques et techniques de la Sonatrach, ce qui nous a amené à parler aujourd'hui de la relation entre la transition énergétique, le secteur oil and gas, mais également la technologie, dans tout ça qui va conditionner l'avenir du secteur énergétique en Algérie, mais également dans le monde. Professeur Walid Bouamama, nous parlions tantôt justement de cette relation qui s'amorce entre l'Europe et l'Algérie en matière de fourniture d'énergie renouvelable. L'Algérie apparaît comme un fournisseur, un partenaire sûr pour l'avenir. Comment faire en sorte que cette relation soit à minima win-win, profitable à l'Algérie, bien entendu? Oui, donc on parlait du win-win d'un point de vue transfert technologique. C'est vrai que l'Algérie est quand même un partenaire extrêmement important et stratégique. J'allais dire, l'Europe ne peut s'en passer. Donc, et puis, l'autre point, évidemment, il faudrait que ce soit win-win, comme vous dites. L'autre point qui est important, en dehors de la nécessité de faire un véritable transfert de connaissances et technologiques, et pour ça, moi, je suis très, très content que la diaspora est assez impliquée dans ce transfert technologique et de connaissances. Aujourd'hui, grâce réellement à la politique du gouvernement qu'il faut saluer. Ça, j'en suis fier. Et puis, le deuxième point, il faut faire attention au respect de l'environnement écologique. Il n'est pas question de venir exploiter les richesses énergétiques de l'Algérie au détriment de notre environnement écologique. Comprenez, je fais allusion à l'exploitation des énergies non conventionnelles. Donc ça, évidemment, il faudrait que l'Algérie fasse attention. Et puis, il y a un aspect, évidemment, économique, et ça, je laisse évidemment, j'allais dire, le soin aux experts de bien négocier ce point. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'amis, on a des partenaires. Voilà. Quels sont en quelque sorte nos points forts dans cette relation, d'après vous? Je pense que nos points forts, c'est évidemment, nous avons le soleil, personne ne peut nous l'enlever. Les gisements. Les gisements. Voilà, et ça, je pense que c'est important. Le deuxième point où l'Algérie est aujourd'hui, là, il y a quand même une intelligentsia d'un point de vue technologique qui existe, qui est sur place, qui est forte. Voilà. Et puis, je pense que l'autre point qui est important, nous avons quand même une politique de la protection de notre économie et de notre environnement qui est aujourd'hui présente. Très bien, merci professeur. M. Zohair Hamdi, alors dans tout cela, quel est le poids aujourd'hui dans les débats mondiaux, y compris au sein de la concurrence qui s'amorce déjà dans le secteur des énergies renouvelables? Quel est le poids de la veille, de l'intelligence économique, mais également de l'importance de faire des benchmarks réussis, exacts, pour pouvoir bien se positionner? Elle est essentielle, la veille technologique. C'est-à-dire que si vous voulez vous inscrire et inscrire votre économie dans les grandes tendances technologiques et de développement économique, vous avez besoin essentiellement et nécessairement de faire de la veille technologique. Vous ne pouvez pas vous en passer, ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose qui est essentiel. Et si on veut parler maintenant des grandes tendances, les dernières études sur l'évolution de l'économie mondiale, elles ont identifié 5 secteurs qui sont des secteurs clés qui vont déterminer la forme de notre économie d'avenir. Le premier, c'est l'énergie. Et donc, quand on parle d'énergie durable, d'énergie propre, d'énergie qui est essentiellement produite par des sources propres et des sources renouvelables.
Ensuite, vous avez le deuxième secteur, c'est celui de la production et de la gestion des données. Hein, à partir donc les grands centres de data Oui. et la gestion de ces data, la digitalisation, l'intelligence artificielle, etc. Donc ça, c'est le deuxième secteur. Et ce secteur-là, c'est un secteur qui consomme énormément d'énergie. D'ailleurs, dans une dernière recherche, lorsque vous faites une même recherche en utilisant le moteur de Google et vous prenez la même recherche pour l'utiliser avec un moteur basé sur une intelligence artificielle, la recherche basée sur l'intelligence artificielle consomme 12 fois plus d'énergie qu'une recherche classique sur Google. Donc l'utilisation maintenant intensive de l'intelligence artificielle, et elle va nécessairement avoir besoin d'énormément d'énergie. Et cette énergie, encore une fois, elle doit être aussi durable et propre. Exactement. Hein. Le troisième secteur, c'est celui de la production de l'alimentation, de l'agriculture. Et avec les nouvelles technologies de la production de l'agriculture et d'une agriculture qui soit plus saine et moins intensive que l'énergie, que l'agriculture que nous avons connue par le passé, qui utilise beaucoup d'engrais chimiques, beaucoup de pesticides, etc. Au niveau global, vous entendez? Au niveau global. Oui. Hein. Et qui nécessite aussi beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que le secteur de l'agriculture, hein, sans énergie, si vous voulez mécaniser votre agriculture, vous avez besoin aussi d'énergie. Le quatrième secteur, c'est celui du transport. Et donc, l'électrification du transport est un de ces vecteurs-là. Aussi, le transport, c'est un secteur qui va aussi avoir besoin d'énormément d'énergie, comme l'a déjà bien expliqué le professeur. Voilà. Donc là aussi, l'énergie est au cœur aussi de ce développement technologique et on voit comment est-ce qu'en ce moment, toutes les grandes marques automobiles sont en train d'investir des milliards de dollars sur l'électrification du secteur du transport. Alors que nous, en Algérie, on investit sur des usines pour des voitures à moteur à explosion. Donc, ça veut dire que là, on ne s'inscrit pas dans cette tendance. Il y a des premiers modèles hybrides qui seront bientôt fabriqués en Algérie. Donc, nous sommes dans une phase de transition. Plutôt dans une phase de transition. Très timide, je dirais. Le cinquième secteur, c'est celui des minéraux critiques. Oui. Hein. Donc maintenant, les minéraux que l'Algérie critiques, détient. Voilà. Alors, si on voit tous ces secteurs-là, l'Algérie, elle a des atouts dans chacun de ces secteurs. Hein. Dans l'énergie, nous sommes un hub énergétique, nous l'avons été depuis la découverte des hydrocarbures en Algérie. Maintenant, on essaye de faire une transition et on essaye de développer l'hydrogène vert pour maintenir un peu ce positionnement dans la carte de l'énergie, du marché de l'énergie. En ce qui concerne la gestion des données, etc., bon, là aussi, il y a beaucoup de travail à faire et l'Algérie doit s'inscrire dans cette tendance, notamment par la recherche. Hein, la recherche et le développement, ça c'est extrêmement important. L'agriculture, on le voit bien dans les politiques agricoles de l'Algérie ces dernières années, on essaye de diminuer notre dépendance par rapport à l'importation. Et donc on veut augmenter notre production locale. Et pour augmenter la production locale, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'eau, mais vous avez aussi besoin de technologie pour produire votre alimentation avec les technologies les plus efficaces qui maximisent le rendement tout en préservant l'environnement en même temps et la qualité aussi de l'alimentation. Quand on parle du transport, là aussi, vous avez mentionné les quelques expériences qui ont commencé dans le secteur de l'hybride, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, à mon avis, investir beaucoup plus, aller plus loin et encore aussi la recherche et le développement et l'innovation. C'est important, la recherche scientifique est extrêmement importante. Il faut développer ça au niveau de nos universités. Et le dernier, les matériaux critiques. Nous avons ces matériaux critiques en Algérie, mais il ne faut pas mettre en place une politique juste d'exploitation. Non, je dois exploiter et je dois traiter et raffiner ces matériaux sur place et non pas devenir uniquement des exportateurs de matières premières. Et c'est ce qui est préconisé par le président algérien Abdelmejid Tebboune, qui le rappelle à chaque fois, il faut transformer localement. Il faut transformer localement, il faut
créer une industrie Oui. locale. Comme ça, on peut maximiser tous les bénéfices de cette transition énergétique. Très bien, vous avez parlé d'un point essentiel, la recherche et développement. J'aimerais que ce soit le dernier mot pour le professeur Ould Bouamama, qui malheureusement doit nous quitter pour des obligations personnelles. La recherche et développement, c'est là où il faut mettre le curseur pour l'Algérie et pour le secteur énergétique national, selon vous, professeur? Oui, évidemment. Pour moi, c'est vraiment la recherche et développement appuyée par la formation de haut niveau. Je pense que concernant la recherche, il y a évidemment la recherche académique ciblée qui est nécessaire. Mais ce qui manque en Algérie, c'est évidemment ce qu'on appelle la recherche industrielle, c'est-à-dire le soutien ou le financement de la recherche par les entreprises. Et ça, nous avons parlé de ça hier dans un panel. N'oubliez pas que j'étais chef de département à Boumerdès il y a 29 ans. Oui. C'est bien 29 ans. On parlait de ces thèses, de ces fameuses thèses industrielles que l'industrie devrait financer. Alors, les thèses industrielles, qu'on appelle souvent des conventions d'interformation entre universités et entreprises, concernent tout simplement avoir des sujets de recherche ciblés sur des problématiques bien définies, qui ont un niveau de recherche, parce qu'une recherche est quand même évaluée par nos pairs, donc il faut qu'elle soit réellement de l'innovation. Et malheureusement, on est toujours dans une étape de recherche, même s'il s'avère que des textes sont prêts pour pouvoir justement le faire. Il y a en Algérie, puisque je suis membre du conseil scientifique du CDER, il y a en effet dans les organismes de recherche, je cite au moins le CDER, le Centre des énergies renouvelables, où il y a un certain nombre en effet de projets que nous expertisons d'une façon régulière sur justement le développement des énergies renouvelables, dont quelques projets quand même aboutissent à des réalisations. Oui, donc je reviens en effet à ça. Et en parallèle, il faut qu'il y ait une formation de haut niveau. Oui. Écoutez, je peux vous donner un truc qui paraît... Dans les pays développés, beaucoup se disent, mais comment ça se fait, etc. Je fais un exemple assez simple. Dans la plupart des pays développés, vous avez 3 parties. Une élite très petite, qui est tout simplement formée à très haut niveau, avec les plus grandes écoles. C'est en général cette élite qui est un peu, vous voyez, qui tire un peu la société vers l'avant. Une partie moyenne qui sont des professeurs de haut niveau, mais qui ne sont pas des gens exceptionnels, qui sont là au soutien au premier niveau. Et enfin, j'ai bien dit une grande partie qui est plutôt des gens de tous les jours. On ne leur dit pas de souci. Même si vous ne travaillez pas, on vous paye. Mais laissez l'élite qui va diriger un peu le pays vers l'innovation, vers la recherche, c'est ça. Nous devons privilégier l'excellence scientifique. La recherche et l'université doivent être un lieu d'excellence scientifique. La formation de masse, c'est très bien. Mais nous devons accepter qu'il y ait des plombiers. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait une orientation vers la formation professionnelle. On ne peut pas tous être des docteurs, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut accepter. Et ce sont des métiers nobles entre nous. Bien sûr. Ce sont des métiers nobles. Mais il y a une partie, et en général une petite partie, parce qu'il faut beaucoup de motivation et de sacrifice, qui, elle, donne la recherche de haut niveau pour pouvoir innover et puis, évidemment, tirer le pays vers le haut. Merci, professeur Ould Bouamama. Je rappelle que vous êtes professeur ou enseignant à l'École polytechnique de Lille, mais également chercheur au centre Cristal du CNRS en France. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Et je vous souhaite bon vent. Merci, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Nous sommes de retour dans les pros de l'écho dans un très court instant. De retour sur le plateau des pros de l'écho pour la 3e et dernière partie de cette émission. Chouaib Boutammin, expert et consultant international en énergie, vient de nous rejoindre. Bonsoir Chouaib. Merci de nous donner un peu de votre temps. Vous qui avez grandement animé ces 3 jours dans le cadre de cette 12e édition des Journées scientifiques et techniques de la Sonatrach.
Ok, merci, bonsoir. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous. Chouaib, je le disais tantôt, vous avez animé beaucoup de panels, vous avez eu beaucoup de discussions avec les experts présents lors de cet événement. Qu'est-ce qu'il faudra, selon vous, alors qu'on arrive à la clôture de cet événement, retenir par-dessus tout lors de ces journées scientifiques et techniques, et notamment plus particulièrement pour le secteur du oil and gas que vous connaissez très bien? Exactement, ce qu'il fallait retenir, c'est qu'on a pas mal de défis devant nous dans l'avenir. Comme vous le savez, on a la consommation interne en gaz naturel qui est une augmentation. Et comme vous le savez, il y a des défis internationaux majeurs. Et l'Algérie doit se positionner comme un regional player pour garder sa position, pour jouer un rôle très important, providing le gaz naturel régional. Mais le grand challenge que je vois aujourd'hui, c'est qu'il faut intégrer les technologies, les nouvelles technologies dans tout le supply chain, les chaînes de valeur, de l'extraction du pétrole et du gaz. Alors, je me rappelle, 20 ans passés, quand je suis rentré dans le domaine pétrolier et gazier, on avait des méthodes. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Et ces méthodes-là, qu'on utilise pratiquement aujourd'hui, vraiment qui rajoutent de la valeur. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est qu'il faut intégrer toute solution technologique existante. Et je pense que c'est une occasion pour nous pour faire de l'efficacité énergétique et pour augmenter le rendement de notre pays. Comme vous le savez, l'Algérie maintenant a mis un plan pour augmenter sa production de gaz naturel à 200 milliards de mètres cubes. Exactement. Et actuellement, on produit 104 milliards de mètres cubes. On consomme à peu près la moitié, on en exporte l'autre moitié. Exactement. Grosso modo. Exactement. Mais avec la consommation interne qui est en augmentation, il faut y aller vers les énergies renouvelables. C'est vraiment, c'est un levier majeur pour l'Algérie, je crois, maintenant. Parce que même les investissements dans les énergies fossiles, ça coûte cher. Comme vous le savez, pour développer un champ gazier ou pétrolier, ça prend au moins 7 à 10 ans. Et c'est des investissements à long terme. Et on a le défi, d'ici 10 ans, 15 ans, le défi de décarbonisation. C'est tout le monde qui voit la transition énergétique. Alors d'ici 10 ans, 15 ans, on trouvera d'autres défis sur ce qu'on appelle la taxe carbone, le CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Alors c'est pour ça… Mécanisme européen par rapport au Exactement. Alors l'investissement dans les énergies fossiles, c'est bien pour nous, c'est bien pour la pétrochimie, il faut y aller, il faut avancer, il faut diversifier ce domaine-là, mais peut-être dans la pétrochimie, parce que comme source d'énergie, il y a beaucoup de pression de l'avenir. C'est pour ça, pour nous, pour l'Algérie, il faut y aller aux énergies renouvelables, au moins pour balancer l'augmentation interne et alarmante de l'énergie. C'est ce qu'on expliquait au début de l'émission et arriver à ce mix énergétique idéal qui fait la part belle aux énergies renouvelables au sein du marché algérien. Ce marché algérien qui a connu cette semaine le retour de deux grandes majors américaines que sont ExxonMobil et Chevron. Les dirigeants de ces entreprises ont été reçus par le président algérien Abdelmejid Tebboune à la présidence de la République. C'est à la fois un succès pour la loi 1913, loi relative à l'investissement dans le secteur des hydrocarbures en Algérie, mais également par rapport à ce secteur qui arrive tout de même à attirer de nouveaux investisseurs, si on peut considérer ces deux majors comme de nouveaux investisseurs, malgré qu'elles étaient sur le marché avant. Quelles sont justement, Zoher Boutemine, vos impressions par rapport au retour de ces deux grandes majors et comment les inciter à investir, bien entendu, dans les hydrocarbures algériennes, mais également et surtout dans les énergies renouvelables? Exactement, c'est une question très importante. Comme vous le savez, je dois signaler quelque chose qui est très important pour l'Algérie. Le PIB de l'Algérie actuellement est de approximativement 270 milliards de dollars. Il approche des 300 milliards de dollars. Et maintenant, le gouvernement algérien a mis un plan pour atteindre les 400 milliards de dollars dans les prochaines années. Alors, c'est un défi majeur. Alors, on doit augmenter notre PIB à 130 milliards de dollars, ce qui nécessite aussi une consommation importante d'énergie, une consommation importante de gaz naturel, d'énergie. Alors, il faut diversifier notre assiette énergétique. Et c'est pour ça, je me rappelle, j'ai commencé de travailler dans le secteur pétrolier et gazier, ça fait 20 ans, comme je vous ai dit. On n'avait pas assez de technologie pour extraire le pétrole et le gaz. Maintenant, je vous donne un exemple. Je dois parler du non conventionnel, clairement, et à travers les sociétés multinationales maintenant, qui rajoutent de la valeur à leur économie. Je vous donne un exemple.
Les USA maintenant, c'est le plus grand, les Américains sont les plus grands producteurs de gaz naturel de le monde. 1100 BCM de le monde, 1100 BCM. 90% de cette production est orientée vers le marché local américain. Et 80% de cette production, c'est du non conventionnel. La Chine maintenant est en train d'investir dans le non conventionnel, l'Argentine, l'Arabie Saoudite. Alors pour atteindre notre 400 milliards de dollars, il faut investir dans toutes les énergies existantes en Algérie, conventionnelles et non conventionnelles, parce qu'on a maintenant de la technologie. Oui. Il y a des technologies, il y a des solutions qui protègent l'environnement et bien sûr, il y a des régulations internationales et j'imagine qu'il faut y aller parce que Sonatrach maintenant, ils ont les outils, les compagnies de services, on travaille avec les compagnies de services, il y a des technologies maintenant qui nous permettent d'extraire non conventionnel et avec des méthodes vraiment... ce qui nous intéresse, c'est la rentabilité maintenant. On parle de la rentabilité. Il faut voir une étude approfondie. J'imagine les gens sur la traque, ministère de l'Énergie, ils le font. Et je pense qu'il faut y aller vers la diversification de tout notre mix énergétique. Donc vous appelez à une diversification justement du mix énergétique qui soit sécurisé et sûr pour le pays et ses ressources naturelles. Justement, ces deux grandes majors, on sait qu'elles affectionnent beaucoup plus le secteur des hydrocarbures. Comment arriver à les convaincre à aller également vers les renouvelables en Algérie, selon vous? Bon, elles sont des sociétés qui sont spécialisées dans le pétrole et le gaz, mais j'imagine maintenant, si tout le monde qui s'oriente... Beaucoup de compagnies font leur transformation actuellement, font leur but. S'orientent vers des solutions, peut-être des solutions renouvelables. C'est l'avenir. Exactement. Les majors pétroliers s'orientent vers le renouvelable et d'autres qui investissent dans low carbon emissions. Oui. C'est très important. Il y a des sociétés qui mettent le paquet pour le solaire, pour tout ce qui est renouvelable, et d'autres, elles réduisent. Je vous donne un exemple, ces majors-là, Exxon et Chevron, investissent beaucoup dans le carbon capture aux USA. Captation du carbone. Exactement. Alors, l'efficacité, par exemple, il y a pas mal de méthodes qu'on peut appliquer les technologies, par exemple dans les turbines à gaz. Oui. Si on augmente le rendement de 50% à 60%, un gain de 10%, c'est beaucoup. Oui. Alors, c'est ça les technologies qu'on a besoin. Si on applique les technologies dans le flaring gaz, le gaz de torchage, si par exemple on fait une combustion de soi-disant 5 milliards mètres cubes par an, si on applique des technologies, on peut réduire à 1 milliard ou 0,5. Oui. Ça, c'est de la technologie qu'on aura besoin. Et je pense avec ces sociétés, d'autres majors dans le monde entier qui actifs dans le domaine pétrolier et gazé peuvent mettre la valeur ajoutée à notre secteur énergétique en Algérie. Très bien, Chouaib Boutammine. Je reviens vers vous, Zohair Hamdi, parce qu'il y a aussi une thématique dont on parle peu et dont vous êtes expert, c'est l'efficacité énergétique. Comment cette efficacité énergétique optimisée peut-elle aujourd'hui permettre à l'Algérie d'accentuer ses gains justement par rapport à l'utilisation, mais également à l'exportation de l'énergie, notamment l'énergie fossile. Je rappelle que l'Algérie ambitionne d'exporter encore plus de gaz naturel. On peut l'avoir via de nouveaux projets, mais on peut l'avoir également, ce gaz naturel, en réussissant ou en améliorant notre utilisation, rationalisant l'utilisation de l'énergie. Tout à fait, et je vous remercie beaucoup pour cette question parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de l'efficacité énergétique. Ouais. C'est vraiment très malheureux parce qu'en fait, quand on parle d'énergie renouvelable, on doit en même temps et en parallèle parler d'efficacité énergétique. Ça veut dire que si on se lance dans les énergies renouvelables, il faut en même temps qu'on se lance sur l'efficacité énergétique. Parce que ce n'est pas parce qu'on peut produire de l'électricité propre avec les énergies renouvelables qu'on va avoir la possibilité de consommer de l'énergie d'une manière irrationnelle. Oui. Parce que ça veut dire qu'il va falloir construire encore plus de centrales. Exactement. Et encore plus de projets. Et ça, ce n'est pas une approche très rationnelle, ni très viable, ni durable. Donc, il est absolument impératif de travailler sur l'efficacité énergétique. Nous, on a un double défi aussi en Algérie, c'est qu'on a une consommation locale qui est galopante, qui est très importante, et qui parfois même menace notre capacité à exporter le gaz. Oui. Hein, alors que le gaz qu'on consomme sur le marché domestique, il est subventionné, il est à perte. Alors que le gaz qu'on exporte sur les marchés,
hein, il nous rapporte de l'argent. Donc on a intérêt à consommer, Et on arrive à le on a valoriser intérêt encore mieux depuis à quelques rationaliser notre consommation domestique pour gagner un peu plus, quelques milliards de mètres cubes pour pouvoir les mettre sur le marché de l'export. Et c'est avec ces revenus qu'on va pouvoir, bien sûr, financer notre développement économique, notre transition énergétique et tous les projets ambitieux que l'Algérie s'est attelée à développer. Donc ça, c'est une question vraiment qui est fondamentale. On ne peut pas continuer à consommer l'énergie de la manière dont on le fait. Et quel que soit l'investissement qu'on va faire sur l'exploration, la consommation domestique, elle va toujours être plus rapide que ce qu'on va pouvoir produire. On a une consommation qui croît par an d'environ, je me rappelle bien, entre 6 et 7 par an. Vous n'allez pas pouvoir augmenter votre production de 6 à 7 par an. Exactement. C'est pas faisable. Et ça nécessite, comme l'a bien expliqué M. Boutomé, ça nécessite des milliards de dollars d'investissement pour augmenter la production d'hydrocarbures. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce retard dans la question de l'efficacité énergétique et pourquoi est-ce que ce n'est pas vraiment pris en considération d'une manière sérieuse? Rapidement, s'il vous plaît. À mon avis, parce que beaucoup de politiques considèrent l'efficacité énergétique comme un investissement à perte, parce qu'on ne voit pas le retour immédiat. Alors qu'une étude de la Banque mondiale a bien montré que pour chaque dollar que vous investissez en efficacité énergétique, vous économisez 3 dollars dans votre consommation énergétique. Donc déjà, ça c'est un fait. Le rapport est clair. Oui. Le rapport est clair. Deuxièmement, la deuxième raison à mon avis, c'est aussi parce que la question de l'efficacité énergétique est plus complexe que juste la production d'électricité. Parce que quand vous parlez d'efficacité énergétique, d'abord, vous avez plusieurs secteurs. Le secteur des bâtiments, ou donc commercial, résidentiel. Dans le résidentiel, vous allez avoir, et même le commercial, vous avez l'ancien bâti, nouveau bâti, et pour chacun, il lui faut une réglementation qui soit bien spécifique. Vous avez le secteur industriel, et dans le secteur industriel, vous avez les petites industries, les moyennes industries, les grandes industries, et chacune, il lui faut une réglementation bien spécifique. Vous avez le secteur agricole, bref, vous avez le secteur des services aussi en même temps. Donc la gestion de l'efficacité énergétique nécessite une étude beaucoup plus affinée et nécessite un cadre réglementaire qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus ciblé secteur par secteur. Et c'est pour ça qu'on sent que parfois, il y a une réticence à aller vers l'efficacité énergétique. Il y a un travail de sensibilisation qui a été... et un travail de formation aussi pour expliquer comment on met en place ces cadres réglementaires pour améliorer l'efficacité énergétique. Chouaib Boutomé, en une minute également, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, l'efficacité énergétique. Comment faire en sorte pour pouvoir y aller rapidement et économiser ces bonnes quantités de gaz qu'on aimerait bien exporter parce que, comme l'a dit M. Hamdi, ça nous rapporte de l'argent. Rapidement, s'il vous plaît. Exactement, il faut y aller vers les technologies. Il faut y aller vers la technologie, c'est ça la clé de l'avenir. Il faut y aller vers la technologie parce que l'efficacité énergétique, dans pas mal d'applications, on aura toujours besoin de quelques solutions technologiques. Et je pense, peut-être que c'est un grand souci ici en Algérie, là, si on parle, peut-être c'est la subvention qui a laissé le citoyen, peut-être qui gaspille plus d'énergie. Je pense que la subvention, avec le temps, j'imagine, il faut la réviser graduellement, d'accord? Parce que c'est ça qui pose... Il y a aussi, je le disais également, un travail de sensibilisation par rapport aux utilisateurs qui pourraient réduire encore leur consommation énergétique ou également les produits utilisés pour l'éclairage, pour le chauffage, pour la climatisation, qui sont énergivores et qu'on pourrait y remédier justement grâce à la technologie, comme vous le dites. Exactement. Alors la société doit vraiment être consciente que de l'énergie, le coût de l'énergie à l'extérieur. On doit savoir, on doit bien mettre dans la tête combien il coûte le kilowatt sur le marché européen ou le marché américain. Je vous donne un exemple. Ça fait une semaine, le mégawatt-hour du gaz naturel, le TTF en Hollande, a atteint les 40 euros. Alors par contre ici, c'est beaucoup moins cher. Vous pouvez donner les chiffres qu'on avait avant pour avoir justement
cette ordre, différence, voilà. cette convergence. On est passé de 6 euros à 40 euros et en pratiquement 4 ans depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Mais pour nous, en Algérie, le prix est toujours stable. Ça, c'est un avantage, c'est un confort. Pour avoir un ordre d'idée par rapport à l'évolution. Exactement, c'est un confort pour nous. Alors il faut que la société doit être impliquée, doit être vraiment consciente du prix de l'énergie sur le marché international et de cesser le gaspillage. Merci infiniment, Chouaib Boutabine, de nous avoir accordé un peu de temps dans les pros de l'éco. Je rappelle, vous êtes expert et consultant international en énergie, patron du cabinet Ranadril. Merci à vous, Zohair Hamdi. Vous êtes directeur exécutif du Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre attention. À la semaine prochaine pour les pros de l'éco. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.